Il n'y a jamais eu autant de a perfect storm pour que les ESG continuent à prendre en importance. Puis je suis sincèrement, ça va pas disparaître. Ça n'a jamais disparu, mais ça va devenir de plus en plus important. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Pierre Taillefer de BDO. Pierre est le chef national ESG et développement durable. Comment ça va, Pierre, aujourd'hui? Ça va bien. Et toi? Ça va super bien. J'étais surpris de voir que ton bureau est pas très loin du nôtre au centre-ville. Fait que tu es au cœur de l'action. Ton titre le dit, tu es chef national également pour BDO. Peux-tu nous présenter un peu l'entreprise et ton rôle là-bas? Absolument. Donc, BDO, c'est le 5e cabinet au Canada. Auditeur, fiscaliste, service conseil. On est presque 6 000 employés à travers le Canada et effectivement, comme tu l'as dit, je gère l'équipe, notre go-to-market, si je peux dire, ESG pour le Canada. Alors, tout ce qui est service conseil dans le marché ESG et je suis aussi responsable du programme interne de BDO en ESG ou facteur ESG. C'est super d'avoir quelqu'un de compétence devant soi comme ça parce que à travers les années, à travers les derniers mois, le concept d'ESG est venu en puissance. On l'a vécu avec COVID, ça a été accéléré. Les gens ont pris un peu plus connaissance de leur environnement. Absolument. Et ils ont compris les enjeux qu'on a aujourd'hui. Aussi avec le contexte économique qu'on a en ce moment, on parle d'une récession qui menace en ce moment. On parle de taux d'intérêt très élevés. Les gens commencent à être plus conscients de l'impact qu'ils ont sur leur environnement et que l'environnement politique, économique, social a sur eux. Oui, absolument. Actuellement, si on parle de ESG, pour toi, que signifie ESG et quelle est son importance actuellement pour les entreprises à travers le marché? En fait, tu as mentionné un point important. ESG, c'est pas nouveau. En fait, la terminologie ESG est nouvelle depuis quelques années. Je travaille dans ce secteur d'activité depuis 15 ans. Avant, développement durable, c'est la terminologie, c'est plus le parapluie de comment être durable, comme organisation, comme communauté, comme pays. Avant, je dirais il y a 10 ou 15 ans, ça s'appelait responsabilité sociale d'entreprise, qui est devenue responsabilité d'entreprise, qui est devenue ESG. Je dirais... Et je travaille dans ce secteur depuis 15 ans. C'était beaucoup plus qualitatif de par le passé. Avec les ESG, le développement durable ou le concept d'être durable reste. La façon d'y atteindre, c'est de par des programmes E, S et G, comme environnement, comme gestion des déchets, utilisation d'eau sous le E, le S, diversité, équité, inclusion, et la chaîne d'approvisionnement, autant d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre et puis main-d'œuvre forcée dans la chaîne d'approvisionnement ou des enfants qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement et les risques associés à ces deux éléments. Ça, c'est dans le social. Finalement, gouvernance, la cybersécurité, les données personnelles et la protection des données personnelles et aussi code d'éthique. Moi, ce qu'on voit dans le marché en ce moment, c'est beaucoup autour du E, je dirais moins autour du S et encore moins autour du G. Mais je pense que ça va être amené à changer aussi avec l'arrivée de ChatGPT et puis le besoin de protéger les données confidentielles. Donc, ce que ESG fait, c'est que ça définit des programmes. Je vais prendre l'émission de gaz à effet de serre. Donc, quel est ton bilan d'émissions de gaz à effet de serre? C'est pas juste de faire le bilan, par contre. C'est l'objectif de décarbonisation dans le contexte de l'objectif du Canada, zéro émission 2050, 50% réduction 2030. Tu as ton empreinte. Quelles sont tes stratégies de décarbonisation? Comment tu vas y arriver? Et donc, c'est des objectifs quantitatifs qui sont mesurables et sur lesquels des organisations peuvent faire une reddition de compte. C'est ce qui change, je dirais, depuis 15 ans, beaucoup plus qualitatif. Enfin, c'était beaucoup plus qualitatif. C'est rendu maintenant quantitatif, objectif, mesurer la performance et faire des redditions de compte sur les différents programmes ESG. Super important. Fait que là,
aujourd'hui, dans le fond, si je comprends bien, c'est que là, on est rendu moins dans le concept flou. Et là, on est capable de quantifier et comparer et d'avoir des objectifs basés sur des targets précis, plus ou moins précis. Oui. Comment est-ce qu'on, sur le marché, mettons quelqu'un qui a un immeuble, comment est-ce qu'il peut calculer son empreinte carbone? Comment est-ce qu'il peut prévoir ou essayer de planifier un plan à moyen-long terme? Ce que je dirais, c'est donc, en fait, la capacité de comparer, on va y arriver, puis je pense qu'on va se parler un peu par rapport aux normes internationales qui vont rentrer en vigueur bientôt. Ça va aider avec la comparaison. Comment est-ce qu'une entité qui travaille dans le secteur de la construction peut en profiter ou en tenir compte dans leur façon de faire? C'est d'évaluer les certifications pour les immeubles, LEED et ou BOMA, exemple. Aussi de parler, si c'est un immeuble commercial, les locataires, pour les attirer et aussi pour les garder, c'est de construire en utilisant des façons moins énergivores d'un point de vue électricité, d'un point de vue consommation de gaz, s'il y en a. Ce qui fait en sorte que, en fait, ça réduit les coûts. Il y a aussi des programmes gouvernementaux qui sont disponibles, des programmes verts, autant au niveau fédéral que provincial, qui peuvent aider à défrayer des coûts pour l'acquisition de systèmes beaucoup plus énergétiques et donc d'intégrer les concepts ESG dans les façons de construire va faire en sorte que l'actif va avoir une valeur, je dirais, à plus long terme et puis aussi un coût, peut-être un coût au point de départ un peu plus élevé si on achète des technologies neuves pour être capable de réduire la consommation d'énergie. Je dis encore, comme j'ai dit, il y a des subventions aussi qui peuvent être appliquées à ces coûts, mais sur le long terme, définitivement un immeuble qui coûte moins cher et, en fin de compte, qui va coûter moins cher aux locataires et aussi à des individus s'ils achètent une maison ou un appartement. Est-ce que plusieurs de ces différentes avenues là, qui me viennent à l'esprit quand j'écoute un petit peu là, ce que tu viens de nous expliquer, là, on a parlé d'international. Est-ce que l'international vient impacter le national ou le provincial, si on peut dire ainsi? Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels on prend exemple ou des systèmes sur lesquels on prend exemple actuellement? D'un point de vue ESG? Oui. Oui, absolument. L'Europe. L'Europe est beaucoup en avance par rapport à l'Amérique du Nord. L'Europe, avec ce qui s'appelle CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, il va y avoir, à partir de 2024, des audits, assurance limitée, et aussi qui va transitionner à assurance raisonnable, donc un vrai audit. Comme on fait un audit d'un état financier, il va y avoir un audit d'information non financière et un rapport intégré, état financier et puis aussi programme ESG. L'Europe est beaucoup en avance, ça commence l'année prochaine. D'un point de vue mondial, pour les compagnies qui utilisent les IFRS, donc les normes comptables internationales, il y a l'ISSB, International Sustainability Standards Board, qui est sorti avec 2 normes cette année. Une norme pour l'audit des émissions de gaz à effet de serre, puis une norme rattachée ou liée à toute autre information non financière. Ça va exiger d'une compagnie qui suit les IFRS et qui se fait auditer de rapporter sur autant les états financiers que les informations non financières. Ça, au Canada, quand est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas. En fait, il n'y a pas encore l'OSC, il n'y a pas une agence de réglementation qui a dit que ça doit être implanté à une telle date. Mais c'est sûr que ça s'en vient au Canada. Et il y a aussi des normes qui sont en train d'être développées pour des compagnies privées. Et donc, ça va commencer avec les compagnies cotées en bourse. Ça va toucher ultimement les compagnies privées. Ça va toucher tout le monde. Et donc, il y a de la normalisation qui arrive et qui va pousser les organisations à publier l'information ESG. Au Canada, on ne le sait pas encore. Quand est-ce que ça va être implanté? Cela dit, pour une organisation basée au Canada, selon certains thresholds, si je peux dire, qui vendent en Europe,
ces organisations doivent se conformer aux exigences européennes. Alors, il y a aussi le Canada qui s'est engagé à net zéro pour 2050, ce qui fait en sorte que les organisations, toute entité, normalement, doit évaluer ses émissions de gaz à effet de serre et puis contribuer à l'atteinte de net zéro 2050. Donc, dans ce contexte-là, où est-ce qu'on voit des entreprises privées créer en quelque sorte leurs propres normes, puis qu'on sent que l'Europe, qui est un peu notre grand frère, un peu comme les États-Unis au niveau économique, mais l'Europe l'est peut-être au niveau des ESG puis le développement durable. Absolument. Comment est-ce que quelqu'un peut se préparer aujourd'hui sur les gens qui ont des immeubles soit multilogements, industriels, à bureau ici au centre-ville ou commercial de taille d'importance? Comment ces gens-là peuvent se préparer? Parce qu'il y a le concept où est-ce que les gens se disent, bon, OK, c'est un choix social, environnemental ou de gouvernance important, oui. Mais nous, au niveau économique, on veut le faire parce que économiquement, ça vaut la peine pour nous. Oui, comment absolument. est-ce qu'on se prépare? Je vais prendre un pas en arrière. Je vends des services conseils en ESG. Lorsqu'on parle à tout genre d'organisation, tout secteur d'activité, la question est comment est-ce que je peux faire en sorte que ça m'aide d'un point de vue économique? Et donc, c'est pas just to do the right thing. C'est aussi, il doit y avoir une raison business derrière l'implantation des ESG. Alors, moi, ce que je recommande à toutes les organisations, autant clients que des organisations que je rencontre pour présenter ESG, puis ce que ça veut dire, c'est d'évaluer les risques et aussi les opportunités de commencer à intégrer des concepts ESG dans leur façon de faire. Donc, ça ne veut pas dire d'avoir un rapport ESG. On va en voir, mais on n'a pas besoin d'une initiative ou d'un programme structuré ESG qui couvre climat, qui couvre eau, qui couvre déchets, qui couvre diversité, équité, inclusion, les différentes composantes que j'ai mentionnées avant, d'y réfléchir, puis comment est-ce que ça peut aider. Alors, si je ne bouge pas, si je commence pas à réfléchir par rapport à intégrer des concepts ESG dans ma façon de faire, je peux investir dans des actifs qui, ultimement, on pensait allaient avoir une vie utile de 20 ans, qui, du fait que sa consommation d'énergie n'est pas bonne, émissions de gaz à effet de serre ne sont pas bonnes, pourra faire en sorte que ton actif dure 10 ans au lieu. Alors, comprendre pour les promoteurs d'immeubles où ils sont dans la chaîne de valeur d'une compagnie cotée en bourse qui va ultimement devoir se conformer aux ISSB, aux normes comptables dans un premier temps. Et ne pas agir, ça veut dire quoi par rapport à ces organisations cotées? Parce qu'ils vont demander, eux, à leur chaîne d'approvisionnement des infos ESG. Si tu ne l'as pas, est-ce que ça veut dire, est-ce que tu vas être capable de continuer à vendre à une organisation qui est cotée en bourse? Est-ce que tu vas continuer à être capable de louer tes immeubles si tu n'es pas capable de calculer tes émissions de gaz à effet de serre? Donc, tu es où dans la chaîne de valeur? Donc, ça, c'est les risques. Quels sont les risques de ne pas agir? Et aussi, quelles sont les opportunités? Puis c'est là où programmes gouvernementaux, d'un point de vue fédéral, d'un point de vue provincial, et aussi, pour moi, ESG, c'est pas nouveau. C'est une transformation organisationnelle et c'est pour aller chercher une efficacité opérationnelle qui peut vouloir dire qu'il y a des investissements à faire, mais d'un point, encore une fois, moyen terme, long terme, coût d'opération moins élevé. Je pense notamment à des gros propriétaires fonciers actuellement qui sont arrivés un peu plus tard dans leur croissance d'affaires, puis là, qui vendent à des fonds d'investissement privés ou des REIT. Souvent, ces gens-là, avec les bailleurs de fonds qu'ils ont, les investisseurs cherchent ce genre de certification-là qu'on va voir arriver sur le marché. Et il y a tout le côté, non pas, appelons-le briques et bois ou briques et béton, mais appelons-le humain. Le côté de retenir les bons individus, attirer la bonne main-d'œuvre, être capable d'avoir une stabilité dans tout ça. Absolument. Absolument. En fait, tu as mentionné un bon point. Les bailleurs de fonds. Donc, Capital Investissement commence à réfléchir à ESG dans leur choix d'investissement.
J'étais à la soirée d'ouverture de l'IAS la semaine dernière de l'Institut des administrateurs de société et le PDG de la Caisse de dépôt parlait de l'investissement responsable et impact investing. Et donc, ça tient compte de points environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, c'est important pour être capable de... C'est important, encore une fois, à savoir avec qui tu fais affaire pour savoir ce que ces organisations veulent. C'est important pour attirer et retenir les employés, les bons employés. Puis tu as mentionné un point au départ par rapport à la COVID et le fait que ça a changé la donne d'un point de vue ESG, puis c'est absolument vrai. Puis surtout d'un point de vue employé, capacité à attirer et à retenir. Les gens font un choix en ce moment par rapport à où ils vont travailler en fonction de si l'organisation est responsable ou pas. Et donc, les banques au Canada, en 2024, doivent émettre leurs émissions de gaz à effet de serre. Les banques à charte, les grandes banques canadiennes, enfin les institutions financières, autant compagnies d'assurance que banques, et ils vont se retourner à un moment donné à leurs clients pour demander aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde des émissions de gaz à effet de serre, il y a Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1 et 2, Scope 1, c'est ce que tu brûles. Scope 2, c'est ce que tu achètes, donc c'est de l'électricité. Et puis comme organisation, Scope 3, c'est toute ta chaîne de valeur. L'exigence pour les banques canadiennes, c'est de divulguer Scope 1, 2 et 3. Et donc les banques, pour l'année prochaine, vont commencer avec leurs plus gros clients, mais demander les émissions de gaz à effet de serre. Si tu veux avoir un prêt, tu vas devoir être capable de faire rapport sur tes émissions de gaz à effet de serre, entre autres. C'est intéressant dans un contexte où est-ce que, quand tu es dans le monde industriel, il y a moins en moins de fabrication ici qui se fait au Québec, mais naturellement, quand tu es en industriel, tu risques d'avoir une empreinte carbone qui est plus importante. Elle vient de camions, de livraison de marchandises, Absolument. Production, consommation d'électricité. Au niveau multilogement, peut-être un petit peu moins. Le défi va être différent pour tous et chacun. Fait que j'imagine que les gens qui ont une empreinte carbone et qui savent aujourd'hui doivent prendre des mesures nécessairement plus importantes et plus coûteuses. Déjà, je dirais, oui, ça va toucher différents secteurs d'activité différemment. Ce qu'on voit, c'est tout ce qui est énergie, ressources naturelles. Clairement, il y a des enjeux importants sur l'environnement. Sauf que ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces organisations qui sont en avance par rapport aux facteurs ESG, puis d'être capable de faire rapport sur. Ça ne veut pas dire que, mais enfin, c'est quand même une industrie qui a des enjeux d'un point de vue ESG. Et oui, les constructeurs, enfin l'immobilier, le secteur, c'est important d'un point de vue, je dirais, biodiversité, d'un point de vue processus de fabrication et utilisation de matériel. Pour les constructeurs, leur chaîne d'approvisionnement va être importante aussi va être important dans leur calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, je fais référence à Scope 1, 2, 3. Pour ceux qui construisent un immeuble, d'être capable... En fait, je vais prendre l'exemple de BDO. Nous, on loue des bureaux et on demande à nos propriétaires, enfin aux gestionnaires immobiliers, d'être capables de nous donner nos émissions de gaz à effet de serre. On va prendre des décisions, je dirais pas immédiatement, mais dans un futur très rapproché, de louer ou pas si l'organisation est capable de nous donner nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, gestionnaire immobilier, c'est super important. Et puis aussi, comme organisation qui loue, on va vouloir des sources d'énergie et d'électricité, de chauffage qui sont responsables. Et donc, il y a des choix à faire dans la construction d'un immeuble pour faire en sorte que l'immeuble soit le plus attractif possible à ceux qui vont louer. Je suis propriétaire foncier, j'ai plusieurs immeubles. Il y en a qui ont des multilogements, il y en a qui ont des multilogements industriels. Demain matin, je t'appelle. On doit préparer quoi pour te rencontrer? Dans quelle mesure est-ce que tu interviens? Avec quelle profondeur? Quelle vitesse? Un client t'appelle demain matin.
comment est-ce que tu diriges un peu la conversation? Parce que pour le client, j'imagine, c'est vraiment un concept qui est flou. Il veut réagir. Oui. Il a besoin de toi. Comment tu le diriges un peu là-dedans? Si quelqu'un, lorsque nous, on approche dans des organisations dans tout secteur d'activité, et puis, il y a des organisations, des entités qui nous appellent aussi. La première chose, en fait, parce qu'il n'y a pas de règles en ce moment d'audit ou il n'y a pas d'exigences réglementaires qui font en sorte qu'on a besoin de se conformer, une initiative ESG, puis ça peut être juste ton empreinte de carbone. J'ai aussi vu des organisations qui veulent juste savoir comment leur fournisseur est diverse, ou enfin diversité, équité, inclusion, une compréhension de ce processus-là, puis comment c'est géré. C'est de comprendre qui sont les parties prenantes de l'organisation, puis c'est des parties prenantes internes et externes. Puis est-ce que ces parties prenantes vous demandent de l'information par rapport aux ESG? Sinon, ça va venir. Si oui, c'est de comprendre leurs besoins. Puis nous, quand on démarre un mandat qui est d'aider une entité à mettre en place un programme, c'est la stratégie ESG. Et c'est tout bâti, elle est toute bâtie sur l'engagement des parties prenantes, autant internes qu'externes. Puis ça, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les employés, c'est les membres du conseil d'administration, s'il y en a un, parce qu'il n'y a aucune réglementation qui doit être appliquée et il y a différents cadres ESG qui peuvent être utilisés pour un programme sur une base mondiale, GRI, si tu en as déjà entendu parler, Global Reporting Initiative, ça en est un. Mais il n'y a personne qui dit que tu as besoin de mettre en place la totalité. Et donc, le programme à mettre en place ou un programme E ou S ou G à mettre en place va être fonction des besoins des parties prenantes. C'est de comprendre ton écosystème. Très intéressant. On sent déjà très, très fortement le E, très, très fortement le S dans notre industrie. Donc, naturellement, les employés, les locataires résidentiels, commerciaux, le E, l'environnemental, réduire l'empreinte carbone. On sent j'étais à Toronto au Canadian Apartment Conference, on parlait de la taxe carbone. C'était une des premières années où est-ce qu'on en parlait. Fait qu'on s'attend à ce que cet impact-là vienne. ESG, on en parle seulement depuis 2-3 ans, même si on sait que ça existe, etc. Le G, lui, le fameux G. La gouvernance. La gouvernance. Je dirais que c'est des trois, un peu comme ce que je disais il y a quelques minutes, c'est le volet ESG qui a eu le moins d'attention. Beaucoup parce que enfin, le E, c'est beaucoup émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pas toutes les compagnies cotées en bourse qui calculaient leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, beaucoup de compagnies cotées en bourse et même des compagnies privées ont déjà en place un conseil d'administration, ont déjà en place une charte pour le conseil, un comité d'audit, une gouvernance autour de la haute direction, de la rémunération, des systèmes, une partie de gouvernance, c'est aussi whistleblower. Donc ça, c'est une ligne d'éthique, une ligne de dénonciation déjà en place. Je dirais la cybersécurité aussi, on connaît le risque depuis plusieurs années et puis on met en place on fait tout ce qu'on peut pour protéger contre une cyberattaque. Et tout ça, ça fait partie de gouvernance. Et donc, c'est des contrôles, je dirais, de façon générale, qui sont plus matures dans une organisation ou des programmes plus matures que le S et le G, étant donné que ça vient beaucoup d'exigences de compagnies cotées en bourse, mais aussi des bailleurs de fonds, encore une fois, l'équité privée, quand ils investissent, ils veulent une organisation qui est bien gérée et qui a des procédures et des politiques de gouvernance. Et donc, on voit moins d'attention là-dessus, mais comme je disais aussi, avec ChatGPT, qui en ce moment n'est pas réglementé, il y a un risque énorme d'un point de vue données, accès aux données, et je crois très sincèrement que le G va prendre beaucoup plus d'importance dans les quelques années à venir. On le sent dans notre domaine, l'OASIC qui nous régit, au fait, les courtiers immobiliers, l'organisme de courtage immobilier du Québec,
est en train de mettre en place là, justement là, des normes et des règlements, dont la loi 25 qui va être appliquée au niveau des renseignements personnels. Oui. Donc, très intéressant. Pierre, des prochaines années, en termes de développement durable, oui. Comment tu vois ça? Ouais, est-ce que tu vois une réglementation encore plus appuyée? Est-ce que tu vois des corps de gouvernance ou des corps de policières, appelons-le comme ça, des espèces de syndics qui viennent vérifier un petit peu les opérations des différents joueurs sur le marché? Comment est-ce que tu vois les mesures de contrôle gouvernementaux qui vont être mises en place? Premièrement, il y a l'engagement du Canada Net Zero 2050. Et donc, comment ça va être suivi? C'est pas encore clair d'un point de vue gouvernemental, mais il y a quand même cet engagement, 50% de réduction pour 2030. Et donc, à mon point de vue, je crois que le gouvernement va commencer à mettre en place un suivi de la transition énergétique, puis comment est-ce qu'on arrive à Net Zero 2050. Ça va faire partie de devoir de rendre compte. Je crois, mais j'ai pas la boule de cristal là-dessus. Ce que je dirais d'un point de vue gouvernance, comme l'AMF, comme l'OSC, le volet gouvernance et les risques qu'on voit associés à cybersécurité, associés aussi à ChatGPT, à mon avis, puis aussi aux données personnelles avec le loi 25, on va commencer à faire des inspections puis à voir comment le risque est contrôlé dans l'organisation. Donc ça, c'est gouvernance. D'un point de vue S et E, bien le E, je pense, va être couvert par le gouvernement d'un point de vue de transition énergétique. Je pense que le S est celui où il va y avoir moins d'inspection ou de gouvernance. Par contre, l'Europe est en avance. On s'attend à ce que les États-Unis, la SEC, publient une exigence émission de gaz à effet de serre, divulgation, que ça soit émis au mois de novembre de cette année, éventuellement application en 2024. Ça va jouer en Amérique du Nord par rapport aux agences de réglementation comme la SEC, comme la OSC. Le game changer, si je peux dire, ça va être une fois qu'on implante les ISSB, les IFRS, l'audit intégré information financière, non financière. Et ça, je pense que c'est autour de 2025-2026 au Canada, mais il n'y a pas encore une date qui a été précisée par le gouvernement ou enfin par les autorités de réglementation. Donc, l'importance accordée au ESG va continuer. Ça va aller en augmentant. Et moi, dans mes conversations avec différentes parties prenantes, c'est de commencer à y réfléchir parce que il y a 15 ans, on pensait qu'il y aurait un tsunami responsabilité sociale d'entreprise. On pensait qu'il y aurait un crédit, une bourse de carbone et puis qu'il y aurait des cap and trade, des limitations au Canada. Ça s'est pas produit, mais il n'y a jamais eu autant de différents aspects ESG, comme le gouvernement, comme les employés qui veulent le voir, comme les IFRS, la réglementation. Il n'y a jamais eu autant a perfect storm pour que les ESG continuent à prendre en importance. Puis je suis sincèrement, ça va pas disparaître. Ça n'a jamais disparu, mais ça va devenir de plus en plus important. Les gens ne peuvent pas le nier, absolument. Pierre Taillefer, merci beaucoup, chef national ESG et développement durable BDO. Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre, Pierre? Est-ce qu'il y a un site web? Il y a bdo.ca. Je fais recherche ESG et j'y suis. Et puis, ben oui, le site web de BDO, LinkedIn aussi, Pierre Taillefer, BDO, responsable développement durable ESG. Je suis joignable par différentes façons et toujours disponible pour discuter. Merci beaucoup, Pierre. Donc, je vous invite à contacter Pierre. Vous avez techniquement jusqu'en 2025-2026 pour mettre la table et puis peut-être profiter des moments de marché qui sont un peu différents en ce moment, où est-ce qu'il y a peut-être moins de volumétrie pour justement organiser vos affaires puis mettre ces normes-là et ces mesures-là en place et les correctifs nécessaires. Absolument. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi.